Bonjour et bienvenue dans la vidéo réponse à Jérôme de la chaîne NoTech où il nous présente son setup à 400 €. Effectivement, je suis totalement d'accord avec lui. Un setup à 400 €, smartphone inclus, c'est carrément jouable. Et je suis totalement d'accord avec lui parce que tous nos capteurs sont aujourd'hui exceptionnels. Du moment qu'ils sont correctement éclairés, l'image est correcte. Regardez, je suis passé de ça, où je ne contrôlais pas du tout la lumière, où je prenais le soleil en pleine tête, c'est affreux. Et là, aujourd'hui, j'ai ça. On vient de monter en gamme quand même. Mais on va encore faire des améliorations et je vous explique en quoi je suis équipé et ce qu'on va faire ensuite. Et confirmer en fait toutes les hypothèses de Jérôme concernant l'éclairage. Première chose, il a fait une vidéo avec un kit éclairage à une centaine d'euros. Et en fait, il se trouve que moi, en 2015, j'en ai acheté un. Et je l'utilise toujours. Comme vous pouvez le voir, j'utilise toujours un kit softbox. Et c'est ce qui me fait l'éclairage aujourd'hui. Donc, un éclairage d'un côté, un éclairage de l'autre en soutien, parce que je voulais faire un éclairage uniforme et pas comme celui de Jérôme, avec un nombre marqué sur le côté, mais j'aurais pu, hein, il suffit juste de faire ça. Donc ces ampoules à LED sont des lumières à LED que j'ai trouvées sur Amazon de chez Hylec et qui sont super bien. Je vous explique. Première chose à savoir, c'est qu'elles font 10 watts. La plupart des modèles à ce prix, parce que je les ai payés moins de 20 €, les deux, font 3 watts. Celles-ci en font 10. Donc j'ai voulu savoir si elles étaient réellement puissantes. Là, elles sont de couleur bleue et le moins puissant possible. Parce que plus puissant, ça fait moche au fond de l'image. Parce que les 10 watts, on les sent bien. Deuxième chose, ce sont des ampoules RGB W. C'est-à-dire que on ne fait pas semblant. On a un vrai blanc. Donc la plupart des LED RGB font un blanc à partir du bleu, du rouge et du vert. D'ailleurs, j'ai un exemple. Voilà l'exemple type. Vous avez une LED bleue, une rouge et une verte. Et en fait, on obtient un blanc en allumant les trois en même temps. Donc vous avez une vraie LED blanche à l'intérieur. Et la puissance est astronomique parce que le blanc est vraiment super blanc. Donc à terme, je pense que je vais remplacer les ampoules de mes softbox par des LED comme celle-ci. Comme ça va me permettre de pouvoir changer de couleur en fonction de si je veux donner une ambiance ou quoi dans mes softbox. Et surtout, je vais avoir un blanc pas dégueu. Donc là, j'ai ajouté, donc là vous avez donc les deux Hylec dans le fond, hein, en deux modes différents. En deux modes différents, vous avez l'ampoule nue de ce côté-ci et vous l'avez ici dans un réflecteur spécifique à la base, c'est un spot lumière UV. Donc j'ai mis l'ampoule dedans pour voir un peu la différence et je pense que je vais le retirer ou je vais le laisser juste pour la déco, je sais pas encore. Je travaille encore un petit peu ma déco et au-dessus vous avez une bande de LED de 2 x 3 mètres qui permet de faire un mix de couleurs et donner un peu plus de coloris à tout ça. Les petites Hylec sont très bien, il y a juste un truc qui est à la fois super bien et un petit peu dérangeant quand on a l'habitude de ce genre de télécommande, où vous avez directement les couleurs qui sont mises sur la télécommande. Voici la télécommande des Hylec. Alors on se dit, ouais, en fait c'est des concurrentes directes au Philips Hue, parce que on peut peut-être simplement bouger le doigt pour obtenir la couleur que l'on veut. Bon, c'est pas tout à fait le cas, en fait vous avez 4 boutons autour, et en fait vous augmentez votre niveau de vert, votre niveau de bleu, votre niveau de rouge et votre niveau de jaune directement sur la télécommande. Donc vous obtenez les couleurs. C'est un poil plus compliqué que quand vous cliquez directement sur le rose, vous avez du rose. C'est très simple, voilà. Après, vous avez des petites fonctions supplémentaires pour créer des ambiances et tout ça en fonction de... si vous êtes célibataire et que vous avez une charmante demoiselle qui vient à la maison, vous pouvez faire une petite ambiance intime. C'est cool. Donc voilà pour les Hylec, franchement que je recommande tout à fait. Et puis si le constructeur veut m'en envoyer quelques-unes histoire d'augmenter un petit peu mon setup, je suis pas contre.
Donc comme je vous disais, j'ai également rajouté une bande de LED tout à fait classique hein, en haut. Bon, vous ne voyez pas, en fait, vous voyez que les deux bandes qui descendent de chaque côté. Ah, je vais y arriver avec mes doigts. Donc vous voyez juste deux bandes au-dessus qui redescendent, mais en fait ça donne une teinte orangée derrière pour compléter un peu la coloration du décor. Alors c'est des LED tout ce qui est plus classique hein, que j'ai acheté dans un grand magasin hard discount d'à peu près partout. Ce sont des bandes de LED Lidl, oui, et qui sont super bien. Et en plus qui ont des petites fonctions qui réagissent à la musique. Faire une petite ambiance boîte de nuit, c'est cool. Autre point important, c'est le micro. Aujourd'hui, c'est parce que je vais vous montrer quelque chose par rapport à ce que a dit Jérôme. Mais là, je suis en micro-cravate. J'ai acheté un petit micro-cravate chinois qui paye pas de mine. On verra bien le son que ça donne. Je prends également le son sur ma caméra, parce que oui, j'ai une caméra. Ça m'arrive de filmer au smartphone. J'ai fait plein de vidéos avec du smartphone. Jérôme vous conseillait le VideoMic Pro, effectivement, de chez Rode. Effectivement, c'est un super bon micro. Il est très simple, très efficace. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo du Neewer NW81 Pro, qui est un micro canon, dont on a déjà parlé quelques fois. Et en fait, je vais faire mes prises de son directement avec ça, en complément. C'est-à-dire que je veux la caméra, le son du micro-cravate et le micro-canon. En fait, je veux tester, savoir quel est le meilleur et est-ce que je me fais chier ou pas à enregistrer avec un micro-cravate. Est-ce que je me fais chier, est-ce que le son de ma caméra est pas suffisant pour faire ce que je veux faire et est-ce qu'un micro-canon, c'est vraiment utile ou pas ici dans un environnement contrôlé fermé. Je voudrais revenir sur un point concernant la mise en place du micro. Jérôme utilise une girafe. C'est une excellente idée. Mais j'ai une astuce. Le but du jeu c'est de mettre des micros, pourquoi pas utiliser simplement un pied de micro? Je vous explique. Voilà un pied de micro standard que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin de sonos, de chants, d'articles, d'instruments, enfin de n'importe quelle grande surface d'instruments, et ça vaut une vingtaine d'euros. Et vous allez voir qu'en fait on va légèrement le mettre en place pour obtenir le résultat souhaité. Donc vous voyez déjà, ça peut aller très haut. Ensuite, le but du jeu, c'est de faire comme une girafe, donc d'avoir un micro déporté, ce qu'on obtient. Et on peut avancer assez loin, parce que si le poids total n'est pas très lourd, voilà. Tac, on serre correctement. Voilà, alors, je ne sais pas si vous voyez correctement, mais en fait, en gros, je vais le descendre légèrement. Voilà. Donc vous voyez, on obtient notre girafe. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire l'adaptation pour le micro. Alors il faut savoir qu'en fait les pas de vis, c'est du standard. Donc là, c'est le gros pas de vis en fait qui s'adapte sur les embouts de micro canon. C'est fourni avec. Vous avez ce gros pas de vis. Alors on va pas le voir. Vous avez ce gros pas de vis et en fait qui vient s'adapter directement dessus. Voilà. On vient mettre son micro canon. Voilà, on l'oriente comme bon vous semble. Donc là, je vais le mettre légèrement plus bas que je l'aurais mis habituellement. Tac. Voilà. Et voilà, vous avez votre perche. Donc vous avez votre girafe avec votre micro-canon prêt à prendre le son. Donc là, il est prévu pour être bien plus bas. Hein. Si je me mettais comme ça, on resserre le cadre et le micro disparaît. Hein. Bien sûr, qu'en temps normal, je vais le mettre un petit peu plus haut, puisque je peux atteindre facilement les 2 mètres 30, 2 mètres 40 en hauteur avec ce type d'installation. Prévoyez des câbles suffisamment longs pour pouvoir faire déjà toute la hauteur de votre pied de micro et d'aller jusqu'à votre source d'enregistrement. Voilà, et donc je vous parlais de micro-cravate. C'est un micro-cravate, je ne sais même plus où je l'ai acheté.
J'ai retrouvé ça dans mes cartons ce matin parce que je voulais faire la démonstration avec le micro, donc je voulais pas utiliser mon micro Canon aujourd'hui. Et j'ai retrouvé ce micro que je pensais ne pas avoir été livré, puis en fait je l'ai reçu, je l'ai mis dans un coin, et puis voilà. Donc vous entendez ce micro, donc je vous dirai pas d'où il vient. Le son est pas trop mal, il y a beaucoup mieux, mais bon voilà, ça fait l'affaire pour faire la démonstration. Et j'enregistre directement sur mon smartphone. Voilà, c'est mon smartphone qui fait l'enregistrement du son, et ça c'est quand même très pratique parce que du coup je peux me déplacer tranquillou au fond de la pièce et toujours le même niveau de son. Et ça c'est cool, parce que ça pareil, dans ma dernière vidéo, j'ai mis un micro USB, et du coup, en fonction de comment j'avance et comment je recule, comment veux-tu que je me mette en place et avoir un son correct? C'est ça l'expression, je crois. C'est pas possible d'avoir un son, enfin voilà, j'aurais pu travailler un peu plus et faire quelque chose de mieux. Mais voilà, là je m'emmerde plus, micro-cravate, et on est tranquille. Après je verrai aussi sur des trucs où je ne bouge pas dans la pièce, j'utiliserai certainement plutôt le micro Canon qui me fera faire un peu moins de travail sur l'ensemble des montages. Autre point, si vous utilisez un smartphone pour vous filmer, vous pouvez utiliser ce genre de câble. C'est un câble en USB type 3 vers HDMI qui vous permet en fait de brancher votre smartphone directement à votre téléviseur ou à un écran compatible HDMI ou à un petit écran déporté, ou voilà. Il suffit juste que votre téléphone soit compatible avec cette fonction et c'est parti. Si comme moi vous avez acheté un Huawei Mate 20, non j'ai acheté le Lite, le Mate 20 le fait, le Lite ne le fait pas. J'ai acheté le câble pour rien, mais au moins je le sais. Voilà, vous pouvez faire un écran déporté directement avec votre téléviseur du moment que vous avez ce câble qui vous paraît moins d'une vingtaine d'euros. Donc on est toujours dans notre config à moins de 400 euros, effectivement. Pour l'instant, il n'y a rien de cher. Un kit lumière à une centaine d'euros. J'ai 2 ampoules à LED qui valent une vingtaine d'euros. Si vous utilisez le câble, une vingtaine d'euros supplémentaires. On n'est pas encore à 200 euros. Autre chose, un pied de micro, ça vaut une vingtaine d'euros. Une bande de LED, comme j'ai acheté, donc là il y en a 2. Donc c'était un kit 3 mètres sur lequel j'ai rajouté 3 mètres supplémentaires. Donc on doit être à une quinzaine d'euros, mais pareil, là par contre ça dépend des disponibilités. Donc on est aux alentours des 200 euros, donc on n'est toujours pas aux 400, donc là c'est plutôt cool. Donc vous pouvez très bien acheter un micro Canon comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, le NW81 Pro de chez Neewer qui vaut une trentaine d'euros, hein, frais de port inclus, qui est franchement pas mal. Donc par contre faites gaffe, il y a une pile à l'intérieur, vérifiez bien que la pile fonctionne bien. Par contre ils disparaissent. J'en ai acheté 2 et j'ai des trucs de l'un ou l'autre. Le premier j'ai carrément perdu le micro, là j'ai perdu tous les accessoires qui permettent de l'accrocher à une caméra. Je sais pas, donc c'est moi qui déconne, je sais pas. Un autre problème que Jérôme cite dans sa vidéo, c'est celui-là, les lunettes. Effectivement, si vous avez un smartphone, ça va être difficile de régler le problème. Par contre, si vous avez une petite caméra ou un porte-filtre sur votre smartphone, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle un filtre CPL. Et le filtre CPL, ça permet de faire ça. Et voilà, disparu. Les filtres CPL permettent en fait de supprimer. Alors attention, vous voyez, j'ai supprimé l'écran de télévision qui me sert de retour ou de prompteur pour faire mes vidéos. Par contre, je n'ai pas supprimé la lumière de mes éclairages principaux. Donc je peux le faire également. Mais là, c'est pas le cas. Ils sont suffisamment éloignés pour pas les avoir dans les lunettes, sauf quand je me tourne comme un con. Donc voilà, j'ai fait disparaître d'abord mon problème principal, qui est l'écran de télévision qui est devant, tout simplement en ajoutant un filtre CPL. Et ça, pareil, là on est encore chez Neewer, j'ai acheté des filtres pour ma caméra, parce que ma caméra en plus c'est un peu une dimension un peu bâtarde, hein, qui est 49 mm, donc c'est pas facile d'en trouver, tous les constructeurs n'en font pas, et il se trouve que Neewer a préparé des kits de filtres, dont le filtre CPL, hein, j'ai filtré maintenant, j'ai filtré ND et tout ça, qui m'aurait permis en fait de régler le problème dans ma précédente vidéo pour hard disk.
Et donc là, le filtre CPL me permet de régler le problème de reflet directement dans les lunettes. Donc il existe des porte-filtres que vous pouvez mettre sur votre smartphone pour ajouter des filtres CPL, et ça vous permet de régler ce problème. Alors pareil, il utilise Filmic Pro pour se filmer, je ne l'ai pas encore essayé. Je vais l'essayer parce que je veux que mon smartphone soit plus qualitatif. Donc je vais l'essayer, mais j'ai également essayé Open Camera, qui permet tout un tas de choses aussi, mais Open Camera, le problème c'est que j'ai pas l'impression qu'il détecte correctement le matériel. C'est-à-dire que à l'époque où je l'avais essayé, j'avais un smartphone qui permettait de filmer en 720p, lui me proposait du 1080 en 60 images par seconde, alors que je savais que l'appareil normalement n'était pas censé pouvoir le faire. Donc attention, je vais refaire des essais avec Open Camera. Si je ne suis pas satisfait, j'essaierai de passer sur Filmic, mais je vais peut-être changer du smartphone entre deux. Pareil, ne jetez pas vos smartphones. À chaque fois que vous avez un nouveau smartphone, gardez-le. Vos smartphones sont des outils indispensables pour augmenter la qualité de vos enregistrements. Un smartphone peut faire une super caméra B par exemple. Aujourd'hui, mon smartphone me sert pour faire l'enregistrement du son. Demain, ça peut également, vous voyez par exemple ma caméra, je peux la piloter via le Wi-Fi. Enfin, moi j'utilise que du Panasonic, et Panasonic, on peut piloter nos caméras en Wi-Fi, et donc ça peut nous faire un écran déporté, un écran plus grand pour faire un retour vidéo. C'est tout à fait appréciable. Donc gardez votre smartphone. Vos smartphones peuvent toujours vous servir. Ne jetez pas vos smartphones. Sauf s'ils sont trop vieux, effectivement. Mais par exemple, j'ai des cross-call tracker j'ai un X1, bon lui il fonctionne plus parce que je l'ai démonté pour réparer le X2, parce qu'il se trouve que c'est le même écran. Donc j'ai utilisé l'écran du tracker X1 pour mettre sur mon X2 que j'avais éclaté, parce que j'ai réussi, donc c'était des téléphones durcis, inclassables, tout ça, mais j'ai réussi à les éclater. À éclater le X2, qui était un peu plus fragile que le X1. J'ai pas encore l'occasion de tester le X3 et j'ai vu que le X4 était sorti. Bon. Je suis passé chez Huawei entre deux, parce qu'après tout c'est Huawei qui les fabrique, donc au final je suis passé chez Huawei, parce que aussi la qualité vidéo est bien meilleure chez Huawei. Maintenant à voir ce que ça vaut chez Crosscall, c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque française qui fait fabriquer par Huawei, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Donc je garde ce Crosscall pour m'en faire un écran déporté quand je suis en tournage. Parce que généralement j'ai une caméra à l'épaule ou que je manipule, et j'ai une caméra dans un coin qui me sert en caméra B, et du coup j'ai la vue sur ma caméra B en permanence grâce au système Wi-Fi, donc ça me fait un écran déporté et qui me coûte absolument rien puisque j'ai toujours ce smartphone sous le coude. Et je fais cette vidéo là parce que encore hier lors du live de NoteTech, quelqu'un a demandé ce que vaut le FZ300. Il se trouve que je l'ai acheté il y a 2 ans maintenant. Il est là. Alors pourquoi j'ai acheté le FZ300? D'abord je voulais acheter le FZ2000 sur les conseils de Jérôme justement, qui franchement recommandait le FZ2000 pour quelqu'un qui avait un budget en gros de 1200 € à l'époque. Aujourd'hui ils vont entre 7 et 900 € en fonction des promos, mais il y a 2 ans j'avais pas les moyens de mettre 1000 € dans une caméra, et je voulais un appareil photo, parce que j'ai cette caméra, je vous en parlerai un jour, parce que je l'ai depuis un petit bout de temps, et vous voyez qu'elle rend encore pas mal. Et je ne l'ai pas payé cher en plus. Et je voulais surtout un appareil photo capable de filmer. Donc je me suis tourné vers le FZ300. Pourquoi? Parce qu'il est tropicalisé. C'est une chose importante, parce que je me suis retrouvé plusieurs fois sous la flotte à vouloir filmer. Donc il est en partie tropicalisé. Et il filme en 4K. Et il filme super bien en 4K. C'est pas un gros capteur, vous n'obtiendrez pas les mêmes images qu'un GH5, forcément. Mais pour débuter, c'est déjà pas mal. Dessus, vous pouvez mettre des filtres, vous pouvez mettre tout un tas d'accessoires, vous pouvez l'équiper pour faciliter votre travail. Mais j'ai eu l'occasion par exemple de filmer des mariages avec cet appareil, et franchement, j'ai des résultats qui est franchement correct. Je dis pas nickel, je dis correct. Parce que forcément, qui dit petit capteur dit problème en basse lumière. Bon, ben voilà, quand vous pouvez pas avoir des images extraordinaires, voilà. L'important, après, si vous n'avez pas des images extraordinaires, l'important c'est l'événement. Je m'en suis servi pour filmer la soirée pendant le mariage que j'ai fait la dernière fois. J'ai des bonnes images. La qualité n'est pas exceptionnelle, mais c'est le moment.
c'est l'événement, c'est ce qui se passe dans l'image qui est important. Les gens, ils s'en foutent, à la limite qu'il y ait un petit peu de grain, parce que vous voyez, mais eux, ils s'en foutent. L'important, c'est d'avoir capturé le moment important de la soirée. C'est ça le principal. Donc le Z300, c'est un bon appareil. Il vous permet de filmer en Cinelec D et en Cinelec V, donc des profils flat qui vous permettent de corriger un petit peu l'image en post-production. Un autre point très important, l'écran déporté. Hein, l'écran pliable dans tous les sens, qui sont fournis dans pratiquement tous les modèles Panasonic. Et ça, c'est super bien. Le zoom est dispo sur le côté et ici. Et ça, c'est super cool, surtout quand vous maintenez votre appareil photo comme ceci pour essayer d'être un petit peu plus stable à la volée. Bon, c'est plutôt cool. Il ouvre à f2.8 constant. Donc effectivement, en basse lumière, ça peut pas donner des résultats extraordinaires. Mais f2.8, c'est pas mal déjà. Là, la petite caméra que j'utilise, elle ouvre à f1.8. Voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc voilà, merci Jérôme pour ta vidéo. Donc effectivement, je confirme ton avis. C'est possible de démarrer, d'avoir quelque chose à dire. Si on a quelque chose à dire, c'est possible de démarrer avec un setup à 400 €. Voilà, preuve en est faite. À bientôt.